Bismillahirrahmanirrahim. Troisième os qu'on va détailler concerne le complexe de l'épaule ou dans le membre thoracique, c'est de l'humérus, c'est la charpente du bras. Et de même façon, on va voir comme les cours précédents, l'anatomie descriptive, l'anatomie topographique, l'anatomie fonctionnelle, leur mise en place. On va détailler les épiphyses et les diaphyses. Pour les gens qui vont chercher ces supports, vous allez les retrouver dans la description. C'est le moment d'abonner, je vous invite. Maximisez vos partages aussi. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition et on continue notre démarche dans le membre thoracique. Donc, premièrement, définition et situation, c'est notre plan de travail. Donc, l'humérus, notre intitulé aujourd'hui, il constitue le squelette du bras. Donc, seulement un seul os qui va former le squelette ou la charpente du bras. Par contre, vous allez voir dans le prochain intitulé dans l'avant-bras, ce sont deux os qui sont l'una et le radius. Donc, humérus, charpente, il constitue la squelette, bien le squelette du bras. C'est un os bien sûr long. J'espère que vous vous souvenez de votre premier cours. On avait dit que ce dernier, il a une composante qui est vraiment abondamment plus grande aux deux autres et qui est la longueur. C'est pour cela cet os-là, il est long. On va l'isoler. Et voilà, ça c'est l'humérus. Et vous pouvez dire que c'est un os bien sûr qui est long. Il a une diaphyse au milieu et il a deux épiphyses. On va détailler tout ça dans notre démarche. Donc, il va s'articuler, bien sûr, en haut avec la scapula et en bas avec les deux os de l'avant-bras, comme je vous ai dit, c'est le radius et de l'una. Il présente à décrire un corps, bien sûr, où il existe une diaphyse et deux extrémités ou bien deux épiphyses. Donc, qu'est-ce qu'on va détailler dans ce cours? Donc, la diaphyse, les deux épiphyses, les bords et les surfaces articulaires avec soit la glande, on va revoir ça dans l'articulation de l'épaule, ou bien les deux os. J'espère que vous êtes en train de noter ce qu'on est en train de dire, les deux os de l'avant-bras, radius et l'una, notre prochain intitulé. Donc on continue. Pour la mise en place, deuxième compétence, comment allez-vous mettre en place cet os-là? Donc l'os, il est orienté de façon aléatoire. Comment allez-vous dire? Est-ce qu'il s'agit là d'un os, bien d'un humérus droit ou d'un humérus gauche? Quelle est l'extrémité supérieure? Quelle est l'extrémité postérieure? Quelle est votre orientation dans le plan tridimensionnel? Donc, premièrement, vous allez mettre, prenez note, l'étape numéro 1, mettre l'extrémité qui est arrondie en haut. Et bien sûr, lorsqu'on dit l'extrémité arrondie, la voilà. Donc, ça, c'est la tête humérale. Vous allez revoir ça dans l'articulation, bien dans l'arthrologie. Ça, c'est votre tête humérale. C'est plutôt un tiers de sphère de 30 mm de diamètre où elle va elle va s'articuler avec la glande ou la cavité glénoïde. Et là, voilà, ça, c'est votre extrémité supérieure. Donc, ça, voilà. Donc, la partie la plus arrondie ou bien la tête humérale, elle est crâniale ou bien en haut. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la face qui est convexe et qui est lisse, la voilà, et qui est, notez-vous bien, la surface articulaire, cette dernière-là, elle est médiale ou médiane ou elle va regarder en dedans. Donc, là, c'est latéral, là, c'est médial. Donc, l'extrémité arrondie en haut, la voilà, sa surface concave, sa forme d'un tiers de sphère, elle va regarder en médialement, bien médial, et dernièrement son sillon. Donc voilà, le sillon antérieur, ça c'est votre sillon antérieur. Ce dernier, il est situé ou bien il est orienté en avant. Et voilà, ça c'est votre orientation. Cette structure-là, en inférieur ou bien en caudal, ça c'est votre palette humérale. On va détailler ça dans l'épiphyse distale. Elle contient les deux surfaces articulaires. Voilà la trochlée et voilà votre capitulum. Cette dernière, elle va regarder en avant aussi. Donc on répète, l'extrémité la plus arrondie en haut, la surface concave, plutôt convexe, lisse, elle regarde médialement ou en dedans. Ah, voilà, c'est la surface articulaire. Et dernièrement, le sillon, il est antérieur avec votre palette humérale. La voilà dans sa orientation. Donc, vous allez dire là qu'il s'agit d'un humérus qui est droit, bien sûr. Voilà, ça regarde en dedans et donc ça c'est droit. Deuxièmement, la mise en place. On continue. Donc, troisièmement, on va voir l'anatomie descriptive. On va voir les deux épiphyses et bien sûr la diaphyse. On va commencer premièrement par l'épiphyse proximale,
La surface articulaire, notez-vous bien. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend cette dernière? Donc, elle comprend bien, elle comprend premièrement la tête humérale. Voilà votre tête humérale. Ça, c'est la surface articulaire, on répète avec la glande humérale qu'on avait vue dans le cours précédent dans la scapula. Elle contient aussi deux cols, un col anatomique, un col chirurgical, tout ça on va détailler maintenant, et deux tubercules mineurs et majeurs qui donnera insertion de structures ligamentaires et musculaires. On va voir dans le chapitre de myologie. Commençons premièrement par notre tête humérale. Donc voilà, votre tête humérale. Donc c'est une saillie articulaire. Elle va s'articuler, notez-vous bien, on répète pour la deuxième fois, avec la cavité glénoïde, la scapula. Elle va former la première articulation parmi les 5 qu'on va détailler dans le complexe articulaire de l'épaule. Elle a la forme, deuxièmement, d'un tiers de sphère. Donc, elle a la forme d'un tiers, pas deux tiers. Ne confondez pas la tête humérale avec la tête fémorale qu'on va détailler dans le deuxième chapitre concernant le membre pelvien. Donc, tête humérale, elle a la forme un tiers, donc un tiers, pas deux tiers de sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde. Notez-vous bien l'orientation. J'espère que vous vous souvenez de l'orientation de la glande ou bien de la cavité glénoïde. Maintenant, deuxièmement, vous êtes censé de connaître l'orientation de la tête humérale. Donc, elle va regarder en haut, en arrière, pas en avant et en dedans. Donc ça, c'est la différence entre l'orientation de la tête humérale, notre intitulé aujourd'hui, et l'orientation de la cavité glénoïde qu'on avait vu dans le cours de la scapula. On répète. La tête humérale, elle regarde en haut, premièrement, en arrière et en dedans. Autre spécificité de cette dernière, cette tête humérale, elle va former, ça c'est à retenir, c'est un critère anatomique de réduction des fractures. Je répète toujours, tout ça vous allez le revoir lorsque vous allez engendrer votre module de traumatologie en 5e année. Donc la tête humérale, elle va former un angle d'inclinaison, notez-vous bien ce chiffre-là, de 130 degrés, et c'est parmi les critères anatomiques de la réduction. S'il s'agit d'une mauvaise réduction d'une fracture au niveau de l'épiphyse proximale, vous allez avoir, notez-vous bien ce terme-là dès maintenant, un cal vicieux. Donc voilà, ça c'est votre tête humérale, ça c'est votre axe diaphysaire. Entre ces deux, il s'agit d'une angle qui est ouverte, notez-vous bien ce terme aussi, de 130 degrés. N'oubliez pas jamais cette mesure. Donc voilà. Donc, ça c'est votre axe de votre tête humérale. Ça c'est votre axe diaphysaire. Et voilà un angle de 130 degrés. C'est parmi les critères anatomiques que vous devez acquérir par cœur devant les fractures pathologiques. Donc, pas seulement un angle d'inclinaison. Elle va former aussi, avec l'horizontale, un angle de 45 degrés. On revient à l'illustration. Donc, voilà. Donc, avec l'axe longitudinal ou l'axe diaphysaire, elle va former un angle de 130 degrés. Par contre, avec l'axe horizontal, l'axe transversal, elle va former un angle de 45 degrés. Donc, un deuxième angle à retenir. Donc, elle est orientée en 3 dimensions dans l'espace. Donc, elle a premièrement une angle d'inclinaison avec la diaphyse. Elle a elle forme une angle avec l'horizontale ou bien l'horizon de 45 degrés. Et elle a aussi une autre composante. Elle va faire une angle avec le grand axe de l'extrémité inférieure, un angle de déclinaison. Notez-vous bien ce terme-là. En dedans, c'est un angle qui est ouvert en dedans de 20 degrés. Et aussi, c'est parmi les critères anatomiques de la réduction des fractures. Donc, on explique. Donc, premièrement, ça c'est votre angle d'inclinaison de 130 degrés. Deuxièmement, l'angle de 45 degrés qui est fait avec l'horizon. Et troisièmement, donc troisième illustration, troisième angle, voilà. Ça, c'est votre angle de déclinaison de 20 degrés. Donc cet angle, son explication. Donc ce qui est en rouge là, c'est votre tête humérale, c'est cette dernière. Donc vous êtes en train de voir que cette dernière, elle n'existe pas
dans le même plan, bien, elle n'est pas constituée, elle n'est pas située dans le même plan avec l'extrémité inférieure ou la palette humérale. Donc, on passe en tridimensionnel pour mieux illustrer. Donc, prenons l'exemple. Donc, voilà votre palette humérale là, et voilà votre tête en dehors. Donc, vous êtes en train de noter qu'il s'agit là d'un petit angle d'inclinaison. Le voilà. Donc, ce qui est en rouge là, c'est votre tête humérale. Et là, ce qui est en bleu, c'est votre palette humérale ou votre extrémité inférieure. Et ils ne sont pas, ou bien ils n'existent pas. Ils ne sont pas situés dans le même plan. Ils sont situés dans deux plans séparés si on vous pose la question, avec un angle de déclinaison ouvert en dedans, pas en dehors. Notez-vous bien ce terme et faites attention à ce piège de 20 degrés. Donc, vous êtes censé de garder trois angles. 130, c'est pour l'inclinaison. 45, elle est formée avec l'horizon et inclinaison. Donc, qui signifie que cette dernière, cette épiphyse distale, voilà, ou la palette humérale avec la tête, ils sont pas situés dans le même plan. Il s'agit d'un angle de déclinaison. J'espère que c'est clair pour les trois angles car ils sont à retenir par cœur. Maintenant, on va passer aux autres structures, bien d'autres composantes anatomiques. Donc, deuxièmement, donc après la tête humérale, après la surface articulaire, après les angles que cette dernière va former avec la diaphyse et l'épiphyse distale, on va avoir deux bords, bien deux structures anatomiques qui sont le col anatomique premièrement et le col chirurgical. Notez-vous bien, il est appelé le col chirurgical parce qu'il est le lieu de fracture pathologique. Donc souvent, cette dernière, c'est une zone de fragilité. Pour les gens qui sont curieux, vais vous laisser dans la description les cours concernant la fracture de la diaphyse humérale, fracture de la diaphyse, bien de l'extrémité supérieure. Souvent, elle est située au niveau du col chirurgical avec la fracture de la palette humérale ou la fracture de l'épaule, plutôt du coude. Donc, cette tête humérale, elle est séparée ou bien elle est limitée par un bord net qui est le col anatomique. Voilà, ça c'est votre structure là. Ça c'est votre col anatomique. Donc le voilà. Ça c'est le col qui va limiter. Donc le col qui va limiter la tête humérale de la suite ou bien de la portion épiphysaire. Elle est séparée par ce col anatomique. Donc ça c'est premièrement, ça c'est votre col anatomique. Suivi deuxièmement par le col horizontal. Ah, voilà, c'est cette ligne-là. Cette dernière, elle est appelée le col chirurgical. Ah, voilà, c'est écrit dans votre support. C'est une zone de fragilité. Là, voilà, donc la zone transitionnelle entre le vert et le jaune. C'est une zone de fragilité de l'extrémité supérieure, comme je vous ai dit. Elle est située sous les deux tubercules qu'on va voir. Donc, entre le col anatomique, le voilà, et deuxièmement, le col chirurgical. Il s'agit de deux autres structures qui sont deux tubercules, donc deux tubérosités, deux expansions osseuses qui sont le tubercule mineur. Voilà. Premièrement, ça, c'est votre tubercule mineur. Deuxièmement, plus latéralement, votre tubercule majeur. Ces derniers vont donner insertion, ou bien donner la base d'insertion musculaire et ligamentaire qu'on va voir en biologie. Et entre ces deux, il s'agit d'autres structures aussi que vous êtes censé de connaître. C'est la voilà en gris, c'est votre sillon intertuberculaire. Donc, on répète, les structures que vous êtes censé de connaître de haut en bas, médial vers latéral sont, premièrement, la tête humérale, on avait vu cette dernière, elle est séparée par le reste de l'extrémité supérieure ou de l'épiphyse par le col anatomique. Deuxièmement, ce dernier il est suivi par deux tubercules qui sont tubercule mineur et tubercule majeur qui est le plus latéral. Deuxièmement, ces deux structures, ils sont séparés aussi par une autre structure qui est le sillon intertuberculaire. Et dernièrement, troisième, ou bien le deuxième col que vous êtes censé de connaître, là voilà, la zone de transition entre ce qui est vert et ce qui est jaune, c'est votre col chirurgical. Et il livre passage ou bien il a contact
postérieurement avec, notez bien, tout ce qui est coloré, je répète, c'est hypertombable avec le nerf axillaire. Donc vous êtes censé de connaître, parce que nous avons fini avec l'extrémité supérieure, le col anatomique, les deux tubercules, le sillon intertuberculaire, on va voir, il cède passage aux structures musculaires, le col chirurgical et le rapport avec le nerf axillaire que vous allez revoir. Donc, une lésion au niveau de col chirurgical peut endommager le nerf axillaire et donner une paralysie dans le territoire de ce dernier. Donc ça, c'était l'extrémité supérieure ou l'épiphyse proximale. Deuxièmement, on va passer au corps ou la diaphyse. Donc la partie la plus longue, la partie médiale, puis à la partie moyenne, là voilà, ça c'est votre diaphyse. Il est, premièrement, prenez note, il est triangulaire à la coupe. Notez ça bien, vous allez voir la différence entre ce dernier, cet humérus avec l'ulna et le radius. Le radius qui est cylindrique en haut à la coupe, suivi par une coupe qui est triangulaire. Et le cubitus, ou bien le l'ulna, ce dernier, il est quadrangulaire à la coupe dans sa partie caudale. C'est pour cela, vous êtes censé de différencier entre les différentes coupes. Donc on répète, l'humérus, notez-vous bien, triangulaire à la coupe, il présente bien sûr trois bords et trois faces. Donc triangulaire, trois bords, trois faces. Il a premièrement une face antéro-médiale, deuxièmement une face antéro-latérale, donc il a deux faces en antérieur, séparées par le sillon qu'on avait dit précédemment, et il a une face postérieure. Donc il a deux faces antérieures, l'une médiale, l'autre latérale, suivie par une face qui est postérieure. Donc voilà, ça c'est votre coupe au niveau de l'humérus, et il est bien sûr, vous pouvez noter, triangulaire à la coupe. Cette dernière-là, c'est la face antéromédiale. Cette-là, c'est l'antérolatérale. Ça, c'est le sillon qu'on avait dit dans l'orientation. Il est orienté en avant. Et troisièmement, la troisième face qui est la face postérieure. On continue. Donc, on va détailler ces phases. Bien, ces faces. Premièrement, donc, prenez note. C'est coloré, bien sûr, c'est hypertombable. La face antéromédiale, premièrement, elle présente à sa partie moyenne une structure que vous êtes censé de connaître et qui est le foramen nourricier principal. Une lésion au niveau de ce dernier peut causer la nécrose. Donc, premièrement, le foramen nourricier, il est situé dans la partie moyenne de la face antéromédiale. Premièrement. Deuxièmement, la face antérolatérale, elle contient une structure que vous êtes censé de la connaître. Aussi, dans sa partie moyenne, elle contient le V deltoïdien ou bien la tubérosité deltoïdienne. Et la partie postérieure, donc même la diaphyse, elle a contact à de nombreuses structures anatomiques principales. La partie postérieure, dans sa partie moyenne aussi, elle est creusée et elle présente le sillon du nerf radial. Ce dernier, il est oblique en bas et en dehors. On illustre pour mieux comprendre. Donc, là, voilà, ça presque, dans cette partie, vous allez retrouver votre foramen nourricier. On répète, il est situé dans la face antéro-médiale, foramen nourricier principal. Voilà, c'est illustré en mauve. Ça, c'est votre insertion musculaire du deltoïde, ou bien c'est appelé aussi le V deltoïdien parce qu'elle a la forme d'un V. Donc là, voilà, presque forme d'un V. C'est le V deltoïdien. Bon, j'espère que vous êtes en train de le visualiser. Et la structure la plus importante, donc là, voilà, en postérieur, ce qui est illustré en rouge là. Donc, l'os, il est creusé aussi dans sa partie moyenne. Il livre passage, là, voilà, c'est le sillon du nerf radial. En cas de fracture, toujours on passe à la clinique. En cas de fracture située au niveau de la diaphyse humérale, je vais vous laisser le lien de cette dernière dans la description. Vous pouvez noter donc la lésion du nerf radial et qui va donner la main en queue de cygne. Ça, vous allez voir dans votre clinique. Donc, foramen nourricier dans la partie antéromédiale, bien la face antéromédiale. La tubérosité ou le V deltoïdien, c'est la même nomenclature.
dans la face antérolatérale et le sillon du nerf radial, la structure la plus importante, située ou bien creusée dans la partie moyenne de la face postérieure. Cette dernière, notez-vous bien, c'est hypertombable. Cette notion-là est à retenir. Elle est oblique en bas et en dedans, pas en dehors. Donc, sillon du nerf radial, face postérieure, la partie moyenne de cette dernière, oblique, il est pas vertical, en bas, et deuxièmement, en dedans. Il va livrer le passage dans le condyle médial de ce nerf. On va voir ça plutôt dans l'épicondyle latéral, où il va passer juste à proximité de l'épicondyle latéral. On va revoir ça dans le complexe articulaire du coude, notre prochain intitulé. Donc, deuxièmement, ça c'est le corps. Voilà, c'est indiqué dans votre support. Donc, ça c'est votre trou nourricier. Donc, juste là, la face antéromédiale, on répète pour la dernière fois. Ça, c'est le V deltoïdien ou la tubérosité d'insertion du deltoïde. Parce que deltoïde, c'est la même nomenclature. Elle est située dans la partie ou bien dans la face antéro-latérale. Et dernièrement, voilà, ça c'est votre sillon du nerf radial. Il est oblique en bas, en dedans. Une fracture, malheureusement, au niveau de la diaphyse peut léser ce dernier et peut donner une paralysie dans le territoire de ce dernier. Donc, il nous reste dernièrement que l'épiphyse distale. Donc, voilà, votre épiphyse distale qui est la structure la plus compliquée, donc qui est la plus complexe. On appelle cette dernière la palette humérale. Elle a la forme d'un étrier. Elle contient deux surfaces articulaires. Elle a des critères anatomiques d'orientation tridimensionnelle plus compliqués par rapport à l'épiphyse proximale. Je vais vous laisser le lien de la fracture de la palette humérale dans la description pour mieux comprendre pour les gens qui sont curieux. Donc, l'épiphyse distale, elle est aplatie horizontalement. Donc là, voilà, ça c'est votre épiphyse distale. Elle présente de dehors en dedans. Donc on commence de dehors. Donc ça c'est plus en dehors. Ça c'est votre épicondyle latéral. C'est une saillie non articulaire. Ce qui est articulaire, c'est le condyle. L'épicondyle, ça c'est une astuce pour vous, c'est pas articulaire. Deuxièmement, le condyle latéral, voilà, ça c'est votre condyle latéral. Il est appelé aussi le capitulum. Il est articulaire avec la tête radiale ou la fossette radiale. Prenez note. Suivi plus médialement par le condyle médial qui est la trochlée. Séparé bien sûr ces deux structures par une gouttière intercondylienne. Et dernièrement, là, le plus grand, le plus épais, c'est le condyle médial. Bien, c'est l'épicondyle plutôt médial. Et aussi, c'est une structure qui est non articulaire. Donc, on répète. Ça, c'est l'épicondyle latéral. Ça, tout ça, c'est le condyle. Ça, c'est médial, condyle médial. Ça, c'est le condyle latéral. Ce dernier, il est appelé le capitulum. Il est articulaire avec la tête radiale ou la fossette radiale. On va revoir ça dans l'articulation de l'épaule. Et voilà, ça c'est la trochlée. Elle est articulaire avec l'incisure ulnaire. Plus précisément, l'incisure trochléaire de l'ulna. Elle est articulaire avec cette dernière. Elle formera le complexe articulaire du coude. Et voilà, dernièrement, l'épicondyle médial. Aussi, c'est non articulaire. Donc, pour l'épicondyle latéral, c'est écrit dans votre support. C'est une saillie articulaire avec un radius, ou bien elle est articulaire avec le radius. Elle est surmontée par. Donc, il s'agit là de trois fossettes que vous êtes censé de connaître. Donc, le capitulum, ou bien l'épicondyle latéral, ou bien le condyle plutôt latéral, il est surmonté par une seule fossette. Là, voilà, ça c'est la fossette dite radiale. Par contre, votre condyle médial, ou bien la trochlée, elle est surmontée par deux fossettes. Premièrement, la fossette en antérieur, c'est la fossette sus-trochléaire ou conoïde, c'est la même nomenclature. Et en arrière, n'oublie pas cette structure. Donc votre trochlée aussi, donc là voilà, elle est surmontée par une fossette qui est une dépression, qui est une concavité à l'intérieur de l'os. Toujours, j'espère que vous vous souvenez de votre premier cours.
Voilà, cette dernière, elle est appelée la fossette olecrânienne. Elle va donner insertion, ou bien c'est une fossette en arrière où elle va céder le passage, où elle va habiter l'olecrâne, ou bien la fossette olecrânienne. Tout ça, on va refaire et on va le détailler prochainement lorsqu'on va engendrer l'articulation ou bien le complexe articulaire du coude. Donc, dernièrement, on récapitule l'épiphyse. Donc, ça, c'est les deux épicondyles, ce sont non articulaires, capitulum, trochlée. Ça, c'est latéral, ça, c'est médial. Capitulum surmonté seulement par la fossette radiale. Par contre, la trochlée est surmontée par deux fossettes. En antérieur, c'est la fossette conoïde ou la fossette sus-trochléaire, la même nomenclature. Et n'oubliez pas cette structure-là, très importante. Cette dernière, elle va limiter l'extension du bras, bien l'extension de l'avant-bras. On va voir ça dans l'anatomie fonctionnelle du coude. Cette dernière, c'est la fossette olecrânienne. Dernièrement, donc l'épicondyle médial, il présente un contact étroit avec le troisième nerf. Donc on a vu le nerf circonflexe. On a vu deuxièmement le passage du nerf radial dans la face latérale ou bien dans la face plutôt postérieure de la diaphyse. Dernièrement aussi, l'humérus, il a contact étroit. Donc l'épicondyle médial, pas latéral, l'épicondyle médial dans sa partie postérieure juste là, il va donner passage ou bien il a un contact vraiment très étroit avec le nerf ulnaire. Ce qui explique une fracture au niveau de l'épicondyle médial. Elle peut léser le nerf ulnaire et elle peut donner la main de griffe, ou bien l'aspect, ou bien la lésion de main en griffe de chat. L'aspect de la main en griffe, on va revoir ça dans la clinique. Donc, on insiste aussi sur l'épicondyle distal, ou bien sur l'épiphyse distal. C'est la structure la plus importante. Vous êtes en train de noter ça dès maintenant. Les fractures là, malheureusement, ils ont de mauvais pronostics fonctionnels sur le complexe articulaire ou bien sur l'articulation du coude. On insiste sur l'épicondyle distal. Donc, notez-vous bien, ou bien l'épiphyse distal. Notez tous les points forts concernant ce dernier. Donc, voilà. Ça, c'est le capitulum articulaire avec la tête radiale. Ça, c'est la trochlée. Ça, c'est une coupe. Donc, vraiment, la structure ou bien l'épiphyse distale de l'humérus, c'est la structure la plus compliquée dans cette os. On va la refaire, on va la détailler prochainement, on répète, dans le complexe articulaire ou bien dans l'articulation du coude. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de choses. Donc, seulement l'ossification et l'anatomie palpatoire. Donc, notez-vous bien, c'est à retenir l'ossification. Il s'agit premièrement d'un seul point d'ossification primaire destiné à la diaphyse. Donc, prenez note de cette partie-là. Ne banalisez pas les notions de base et les notions histologiques. Donc, ça, c'est votre premier point primaire destiné à la diaphyse humérale. Deuxièmement, vous avez deux points secondaires destinés aux deux épiphyses. Donc, ils jouent un rôle dans le suivi de la croissance et la maturation de l'os. Vous allez revoir ces notions-là en pédiatrie en 5e année. Donc, ils sont situés bien destinés aux différentes saillies de l'humérus. Donc, un point primaire qui est diaphysaire, ne confondre pas entre les deux notions. Deux points secondaires, donc c'est logique, destinés aux deux épiphyses, ou bien ce sont des points secondaires associés avec des points tertiaires destinés aux différents saillies de l'humérus. Donc, vous avez un primaire, deux secondaires et des points multiples qui sont tertiaires. Dernièrement, donc, il nous reste que l'anatomie palpatoire. Donc, voilà. Ça, l'examinateur qui est en train de palper la tête humérale, donc articulaire avec la plaine ou la cavité glénoïde. La palpation de cette dernière jouera un rôle majeur dans le diagnostic des luxations de l'épaule. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez consulter la luxation de l'épaule. C'est toujours disponible dans la série des vidéos concernant la traumatologie. Ensuite, la voilà. Donc, ce qu'on avait dit précédemment dans la clinique, vous avez trois nerfs, trois lésions. Donc, premièrement, donc l'épiphyse proximale, une fracture malheureusement au niveau du col chirurgical, pas anatomique, peut léser le nerf axillaire. Voilà, elle va donner la paralysie, notez-vous bien ce terme-là dès maintenant, la paralysie du moignon de l'épaule. Donc, première fracture pathologique.
le premier cas fracturaire. Donc voilà, le nerf circonflexe ou le nerf axillaire, premièrement, lésion ou bien trait de fracture au niveau du corps chirurgical, suivi, deuxièmement, la voilà. Donc, on avait dit que le nerf radial, il a un passage dans la gouttière radiale, ou bien le sillon radial dans la partie ou bien dans la face postérieure de diaphyse humérale. Donc, une fracture diaphysaire peut donner la lésion du nerf radial et elle va donner, on va voir ça dans un cours concernant la clinique, elle va donner l'aspect de la main en queue de cygne. Et dernièrement, troisième structure, comme je vous ai dit, donc trois nerfs qui ont relais ou bien qui ont son passage au niveau de l'humérus ou bien à proximité de l'humérus. Voilà, ça c'est une fracture de l'épicondyle. Notez bien, ça c'est médial, pas latéral, on répète. Le nerf, une nerf, il fait passage dans la partie postérieure de ce dernier. Et de ce dernier, une fracture de l'épicondyle médial peut donner la lésion du nerf ulnaire et peut donner l'aspect de la main en griffe. Donc, trois fractures pathologiques, bien trois situations que vous êtes censé de connaître. Donc, paralysie du moignon de l'épaule en cas de fracture du col, on répète pour la dernière fois, chirurgicale. Paralysie du nerf radial en cas de fracture diaphysaire. Et dernièrement, paralysie du nerf ulnaire en cas de fracture de l'épicondyle médial et qui va donner l'aspect en main en griffe. Donc, c'était la fin pour le complexe articulaire de l'épaule ou bien les os constituant cette dernière. On va engendrer prochainement l'avant-bras. On va voir les deux os de l'avant-bras, l'ulna et le radius, suivis par l'os ou bien l'ostéologie de la main, suivi par le deuxième chapitre le plus important, c'est l'arthrologie. On va détailler l'anatomie fonctionnelle de tout ce qu'on a vu dans le membre thoracique. C'était la fin de ce cours. Merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Bon courage et à la prochaine.